The fuck. On n'est pas en live là, j'espère. Si? Non, on n'est pas en live. Ok, parce qu'il m'a dit est-ce que c'est un live ou un fake? Ok, je recommence. Donc je vais essayer de trouver un meme coin qui n'a pas trop encore explosé. Et là, en faisant mes recherches sur des forums obscurs, je trouve le projet Myro. Donc Myro, M-Y-R-O. Un petit chien un peu différent des autres, tu vois. Et Myro, apparemment, c'est le nom du chien du cofondateur de Solana ou un truc comme ça. Bon, les fondamentaux sont très solides. Je pense que j'en ai assez pour rentrer dessus. Et donc, je suis rentré sur Myro. Et alors là, le truc, il descend. Genre, je rentre et le bordel descend alors que toutes... Mais genre, j'ai une section, tu sais, meme coin sur TradingView. Tout monte, sauf le mien. Et là, je dis, bah, tabarnak. Je me suis fait avoir. J'ai acheté la pierre d'aube. Qu'est-ce qui se passe et tout. Les fondamentaux étaient pas si solides. Et là, je dis, bon, bah, tu sais quoi, on va laisser quand même. Parce que je me disais, c'est bizarre quand même. Je comprends pas pourquoi ils montent pas. Je me dis, ça avait l'air quasiment d'être de la manipulation. Je me réveille dans la nuit. Je regarde. Le truc, il était à moins 10, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, il avait continué de dropper. Je me dis, bon, allez, je pense que c'était peut-être 4 heures du matin, tu vois. Là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Je verrai demain matin quand je me lève. Puis vers 6-7 heures du matin, tu vois, je me réveille, je regarde mon téléphone et le truc, il est à 67%. Donc, il passait de moins 10 à 67% en seulement 2 heures, genre. Et en fait, il venait d'être listé sur Binance entre le 5 mars et le 6 mars, j'imagine, du coup, entre les deux, que j'ai fait mon 20x Challenge officiellement. T'as et explosé j'ai dépassé les 20 000 $. 20x. Je lui ai pété j'ai pété sa gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 20x Challenge. C'est donc le 4e épisode et aujourd'hui on va faire un point sur le marché puisqu'il se passe pas mal de choses. On a eu une belle correction sur Bitcoin et sur l'ensemble des altcoins. Mais on va aussi faire un point bien évidemment sur notre portefeuille respectif. Et il s'en est passé des choses, on a eu quelques nouvelles, en tout cas moi de mon côté, je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir atteint ces résultats-là. Donc on va vous partager tout ça aujourd'hui, mais avant tout, comment tu vas Flo ? Ça va très bien et toi ? Super, merci bien de te joindre à moi. Aujourd'hui, on en avait parlé sur le groupe Telegram, donc on a noté d'ailleurs une question qu'on va répondre tout à l'heure. Donc je vous invite dès maintenant, si vous n'êtes pas inscrit sur le Telegram, à nous rejoindre, donc le lien sera en description. C'est le meilleur moyen en fait de suivre le défi de l'intérieur. On partage beaucoup plus d'insides que ce qu'on peut faire là sur la chaîne YouTube avec la régularité que ça peut présenter. Pour le reste, un épisode qui va ressembler un peu aux autres à ce niveau-là. Donc on va commencer peut-être sur l'analyse du marché ou tu avais des choses que tu voulais partager ? Non, c'est ça. Je pense que déjà il faut rappeler qu'on est le 22 mars au moment où on enregistre cet Très épisode. juste. Donc si jamais vous regardez cet épisode sur YouTube une semaine, 2 semaines après, le marché peut totalement avoir changé et ce qu'on dit peut totalement ne plus avoir de sens. Donc juste on précise, 22 mars. Et voilà, je te laisse Julien parler un petit peu du marché actuel, de ce qui se passe en ce moment, que ce soit sur Bitcoin ou sur les autres cryptos. Carrément, donc le 22 et je le publierai a priori le 25, tout ça, 24, 25, 26. Le 26, donc je le mettrai à la place de la vidéo Crypto Hebdo. Comme ça permettra à vous qui la regardez toujours quand elle sort, d'être à jour sur ce qui se passe. Alors je vais juste me mettre mon graphique sous les yeux. Je pense pas par contre qu'il va être partagé dans la vidéo, mais c'est pas trop gênant a priori. Alors il se passe pas mal de choses. C'est vrai que là tu vois on est encore sur une journée de correction. Laisse-moi retourner sur le Bitcoin. Alors c'était quand la dernière fois qu'on a fait l'épisode, rappelle-moi ? Je crois que c'était avant tes vacances, donc ça devait être c'était juste avant, février, je crois. Non, t'es parti quand ? Début février. Je suis parti pour la Saint-Valentin, je me rappelle. Je crois qu'on a dû faire début février. Ok. Et oui, mon Dieu, il s'en est passé depuis des choses depuis. Alors, je vais reprendre quand même un peu les graphiques rapidement. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, en gros, le Bitcoin, il était aux alentours des 50 000 $. On a eu une semaine plutôt d'hésitation sur les 52 000. Donc là, je pense que dans mes souvenirs, c'est vrai que c'est assez fou parce que j'ai l'impression que je te parle de trucs, c'était il y a 6 mois, mais tu vois, c'était il y a pas si longtemps. Mais dans la crypto, il se passe tellement de choses qu'en fait, on arrive des fois à perdre un peu le nord. Mais globalement, je me rappelle qu'à ce moment-là, on se demandait si on allait venir retester le support des 48 000 $. Et finalement, on est parti en ligne droite. On a eu, donc c'était le 26 février, le lundi, on a eu un début de semaine très rock'n'roll. On avait pris, je vais prendre la mesure,
On avait pris 20% sur Bitcoin, donc en 3 jours. On s'était rendu à 62 000 $. Ensuite, on a cassé le niveau qui était la grosse résistance majeure là, des 65 000 $. On est venu retester en dessous et ensuite on est parti plus haut et on a atteint donc depuis la dernière vidéo l'ATH sur Bitcoin. Donc c'est assez drôle d'ailleurs, je me rappelle parce que c'est arrivé pendant que j'étais dans l'aéroport, je me rappelle avec François, on retournait à Madrid puis on retournait ensuite en France. Et ce qui était drôle, c'est que l'ATH avait été atteint sur presque toutes les devises dans le monde. Parce qu'il faut se rappeler que Bitcoin est toujours exprimé par rapport à une devise de contrepartie. Et c'est dans le dollar américain qu'elle a passé en dernier, mais tout le monde attendait celle-là. Donc, on disait, OK, en euros, c'est déjà fait. En canadien, c'est fait depuis longtemps, vu la monnaie qu'on a. Et finalement, on a réussi à le faire également sur le dollar américain. Et c'est un événement historique, parce que c'est la première fois que ça arrive avant le halving, en fait. Historiquement, on avait donc toujours dû attendre le halving, la fameuse correction avant ou post-halving, généralement à peu près dans la même période. Et ensuite, c'est là qu'on s'affranchissait des plus hauts et qu'on partait dans une exploration de nouveaux prix. Mais là, on l'a fait avant. Alors, juste par rapport à ça, est-ce que tu peux m'expliquer ou est-ce que tu sais pourquoi le halving, pourquoi lors des autres cycles, c'était le halving qui faisait que ensuite le prix du Bitcoin décollait et faisait des nouveaux plus hauts. Et qu'est-ce qui fait que cette année finalement ça a un peu, ça a changé et on a déjà atteint l'ATH avant même cette date précise. Qui devrait d'ailleurs arriver dans en avril, à peu près 3 semaines, quelque chose, un peu plus. C'était une trentaine de jours, donc ça doit être peut-être 27 ou 28 jours maintenant. En fait, c'est sûr que historiquement, encore une fois, le halving a un impact majeur sur le prix du Bitcoin parce que, et c'est souvent, je reprends cette image d'une horloge suisse un peu, c'est programmé dans l'ADN de Bitcoin, dans le code de Bitcoin, où on va avoir finalement la création de Bitcoin est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc pour les mineurs qui vont miner ce Bitcoin, qui sont rémunérés du coup en Bitcoin. En fait, je le rappelle, mais c'est quand même important. Aujourd'hui, les Bitcoins qu'on achète et qu'on vend, c'est principalement des Bitcoins qui existent déjà en fait. Mais au tout début de Bitcoin, pour en avoir, il fallait le miner. Et donc c'est comme ça qu'on va valider les transactions sur la blockchain. Et quand les mineurs qui valident donc ces transactions, qui sécurisent le réseau, vont être rémunérés en Bitcoin. Bien, cette rémunération-là, tous les 4 ans, elle est divisée par 2. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offre est divisé par 2. Donc il y a moins de Bitcoin qu'il y en avait avant l'halving. Et en plus, on sait que c'est un réseau qui est de plus en plus utilisé. Donc on a vraiment une adoption maintenant même des institutionnels. Donc on est arrivé à un point de maturité sur Bitcoin qui est quand même important. Donc forcément la demande, elle augmente constamment. En plus, parce qu'on parle du halving et ça crée un effet de news et tout ça, généralement, tu as même les retail qui généralement vont pousser un peu plus sur le marché dans ces moments-là. Donc grosse augmentation au niveau de la demande, mais l'offre, elle, a diminué. Et donc, du coup, par un mécanisme d'offre et demande, tout simplement, le prix va monter. Donc, historiquement, c'est toujours ce qui a vraiment poussé, la phase bull run, la dernière phase où ça part très vertical. Et cette année, c'est différent. J'ai pas la réponse, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on peut imaginer que c'est notamment à cause des ETF, donc des ETF spot Bitcoin qui ont été approuvés, du coup c'était le 10 janvier si je dis pas de bêtises, donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois, un peu plus que 2 mois. Et donc les ETF existaient déjà ailleurs, comme par exemple au Canada. Aux États-Unis, maintenant, on sait que c'est l'économie mondiale, donc c'est quand ça se passe aux États-Unis, c'est là que on commence à avoir des répercussions beaucoup plus importantes. Et des ETF futurs existaient déjà, mais des ETF futurs, en gros, il n'y a pas de Bitcoin qui sont achetés. Tu fais juste spéculer sur un genre d'indice qui va répliquer la performance ce qu'on appelle un sous-jacent. Là, on va dire que c'est le Bitcoin. Mais là, en fait, depuis le 10 janvier, donc on a des fonds comme BlackRock, Fidelity, Vanguard qui vont acheter des bitcoins physiquement pour vraiment backer finalement leur ETF. Et c'est ça le game changer, ça veut dire que là maintenant, quand les gens s'exposent sur ces ETF-là, eh bien, BlackRock et les autres vont acheter physiquement les bitcoins. Donc, il y a vraiment une pression de demande sur le marché. Et on voit qu'ils ont... donc, les chiffres sont publics, tout le monde peut aller voir. Alors, je les ai pas en tête, mais c'est énorme en fait. Genre, en un mois, je sais que BlackRock a acheté plus de bitcoins
que Michael Saylor l'a fait avec MicroStrategy depuis des années. Et pourtant, on sait que le mec, il est énervé et qu'il achète IDCA comme un dingue. On sait qu'il y a le Salvador aussi qui achète un bitcoin par jour depuis l'élection présidentielle, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plus qu'1 an maintenant. Et donc tu vois, c'est sûr que toutes ces inflows finalement au niveau du bitcoin, ça a dû jouer au point de pousser le prix plus haut que son ATH avant même que le halving arrive. Alors là, on est à un moment un peu charnière où les gens se posent la question, mais du coup, le halving va faire quoi? Est-ce qu'il va encore plus pousser le truc et on va partir complètement en vrille? Ou est-ce que finalement, l'impact du halving sera de moins en moins important finalement et on va arriver, c'est pour ça qu'on parle de super cycle et tout ça, et là on viendra peut-être sur la question qui nous avait été posée sur le Telegram, mais on peut imaginer qu'éventuellement le Bitcoin va arriver sur une espèce de plateau d'adoption et on aura une volatilité, on le voit déjà, qui s'écrase, mais peut-être même qu'au niveau finalement cyclicité, on aurait un impact et on aura toujours des marchés haussiers, des marchés baissiers, mais on aura peut-être plus quelque chose d'aussi cadencé sur des cycles de 4 ans. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est une des hypothèses. Ok. Tu vois, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un et j'ai essayé d'expliquer le principe du halving et cette personne m'a dit, mais à la fin, quand tu auras quasiment plus de récompenses pour les mineurs, qu'est-ce qu'ils vont faire les mineurs? Est-ce qu'ils vont continuer? Parce qu'ils n'auront plus vraiment de motivation puisque ils toucheront quasiment plus rien. C'est quoi l'explication? Qu'est-ce qu'ils vont faire les mineurs après? Ouais, c'est une super bonne question que je me suis posée moi aussi à un moment donné. En gros, déjà, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que les bitcoins, ça va prendre du temps avant qu'ils soient tous minés. Donc, c'est sûr que là, en fait, on est arrivé à, on va dire beaucoup de bitcoins ont été minés par rapport au supply maximum de 21 millions. Parce que là, si je dis pas de bêtises, on en a miné un peu plus que 18 ou 19 millions, quelque chose comme ça. Je vais pas dire de bêtises. Donc, mettons qu'il en reste 2 millions à miner. Ça va s'étirer sur encore très longtemps, puisqu'à chaque fois, comme la rémunération ou la création de Bitcoin, si tu veux, est divisée par 2, c'est toujours de plus en plus lent. C'est le paradoxe de Xénon. Je ne sais pas si tu connais le paradoxe de Xénon. Non. C'est que si tu prends, tu vois, mettons, tu as 2 objets avec une certaine distance entre les deux. Si le premier objet, il va couvrir la moitié de la distance entre ces deux-là, après, à partir de là, il peut avancer à nouveau en couvrant à nouveau la moitié de la distance, et puis ensuite encore à nouveau la moitié de la distance, mais si tu veux, à chaque fois en divisant par 2, tu étires le truc complètement. Donc dans le paradoxe de Xénon, il dit mais peut-être ces objets se touchent jamais du coup, parce qu'il y a toujours la moitié de la distance à couvrir. Donc ça c'est intéressant. Mais donc c'est un peu finalement sur ce modèle-là, et donc tu te dis déjà, ça, je sais plus la date, j'aurais pu réviser, on pourrait regarder sur Google, mais c'est 2100 quelque chose, non? Chez nous, on le verra même pas, je pense. Attends, on va regarder ça quand même. Dernier Bitcoin miné. C'est 2140. Voilà, bon, ok, merci de l'avoir trouvé. Donc, ouais, exactement, 2140, même si la date n'est pas précise, parce que ça dépend toujours de ce qui se passe sur le réseau. Donc, nous, on ne le connaîtra pas, tu vois. Donc, déjà, une première chose, c'est que, effectivement, ça va prendre du temps. Et le pari de Satoshi, c'est que quand on sera rendu là, Bitcoin sera tellement finalement intégré à notre société, à notre économie, que on marchera plus nécessairement. C'est plus ça qui va driver finalement l'adoption de Bitcoin. En fait, on savait, et c'est souvent le cas, en fait, c'est par l'incitatif financier que tu vas pouvoir mettre en place des choses. Tu vois, les politiques le font. Quand la France a voulu développer je me rappelle, les énergies solaires, énergies renouvelables et tout, il y avait des incitatifs financiers pour que les gens ils embarquent. L'électrique, c'est pareil. Les voitures électriques, on a vu plein d'incitatifs financiers jusqu'à ce que tout le monde roule en électrique, tu comprends? Et ces incitatifs-là, ils vont diminuer avec le temps. Là, c'est un peu la même chose avec le Bitcoin finalement. Donc, les incitatifs diminuent et c'est correct, ça va fonctionner. Et puis après, donc, eux, ils continuent de le faire parce que comme la valeur de Bitcoin augmente, en fait, ils sont toujours gagnants. Par contre, ce qu'on réalise, c'est que les mineurs d'aujourd'hui, c'est plus les mineurs d'hier. Avant, toi, tu pouvais miner chez toi quasiment avec une carte, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, pour être rentable, il faut que tu aies accès à une électricité qui soit vraiment abordable. Donc, tu peux pas miner, par exemple, en France, c'est quasiment mort, tu vois. Tu es obligé d'aller dans des pays vraiment, des fois, avec justement les énergies renouvelables, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, déjà, c'est pas donné à tout le monde parce que politiquement, il faut que tu sois capable de t'implanter et tout ça. Ensuite, il faut avoir un parc de rentabilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de parallèles entre, mettons, le prix des cartes graphiques et le prix du Bitcoin. Et en fait, tu vois que les mineurs vont toujours anticiper le prix du Bitcoin.
C'est-à-dire que si eux investissent, et ils connaissent mieux de Bitcoin que toi et moi, tu vois, parce qu'ils sont dedans, en fait, eux, ils anticipent. Là, on sait qu'en ce moment, l'investissement qui a été fait par les mineurs, ils sont sûrs, eux, que le Bitcoin va toucher les 100 000. Sinon, ils auraient pas. Ou alors, bon, ils ont pris un pari, tu vas me dire, hein, peut-être qu'ils vont se tromper. On ne sait pas. Mais le pari qui a été pris par tous les mineurs, c'est que le Bitcoin va atteindre au moins 100 000 pour qu'ils trouvent une rentabilité sur les investissements qu'ils ont fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, tu as compris que si. le Bitcoin va continuer son adoption. La valeur du Bitcoin, elle augmente avec le temps par le mécanisme qu'on expliquait tout à l'heure. Et donc, du coup, il y a toujours un intérêt, pour l'instant économique, mais éventuellement, avec le temps, ça sera plus tant ça que peut-être, tu vois, ça va être autre chose qui va être mis. Est-ce que tu vas pouvoir, j'en sais rien moi, stacker tes bitcoins et ça va générer des revenus. Donc tu vois, finalement, ça va un peu changer le modèle avec le temps. Ok, parfait. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce fameux halving et tout ça, et du Bitcoin, la situation actuelle, c'est quoi? Parce que quand tu es parti en vacances, tu me disais qu'il y avait la TH. Ouais. Maintenant, on en est où, le 22 mars? Et bah, depuis que je suis revenu, c'est le bordel. C'est le bordel sur les marchés. Il fallait pas que tu reviennes au Canada. Je suis à 2 doigts de repartir en Espagne parce que c'était mieux pour tout le monde. Mais non, sérieusement, le marché a corrigé. Finalement, on a eu la correction qu'on attendait. Alors, on ne sait pas si elle est finie. À ce point-ci, moi, j'ai l'impression, je pense qu'on a probablement trouvé ce qu'on appelle un local bottom, donc vraiment un bas temporaire. Est-ce qu'on va venir le retester? C'est possible. Là, on a l'impression que le marché il essaie de former ce qu'on appelle un double bottom. Donc vraiment un support qui est testé à 2 reprises et que les acheteurs se manifestent, montrent qu'ils sont là pour racheter et là on sera prêt, je pense, à repartir. En fait, ce qui va arriver, c'est que Bitcoin il va rentrer dans une phase de stabilisation puisque c'est vraiment lui toujours qui va l'idée et ensuite on a la liquidité que je le rappelle toujours mais c'est important qui se déverse. Donc là après on a Ethereum qui va être le prochain a priori ou peut-être Solana, on voit qu'il y a une compétition entre les deux, donc qui va pouvoir marquer eux aussi leur ATH, donc dépasser leur ATH. Et ensuite, ça va vraiment partir dans les altcoins et on aura la dernière alt season. Donc c'est le dernier mouvement du marché et ça part en vrille complètement. Donc au niveau du cycle, pour l'instant, finalement, ça ressemble quand même à ce qu'on a connu parce que c'est rare qu'on ait passé un ATH comme ça en ligne droite. Généralement, on travaillait un peu avant et après on le passait. Là, on l'a passé, on a recorrigé, puis on le travaille maintenant. Bon, globalement, je pense qu'il y avait vraiment une forte pression. Une forte pression vendeuse. On était arrivé sur un 92, je crois, au grid index. Donc, on avait quand même beaucoup de grids sur le marché, ça se sentait. Et notamment, tout ça a été énormément drivé aussi par la phase des meme coins. Donc, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai pris des positions dessus. Mais on a vu des dingueries complètement, des choses que tu vois généralement de façon beaucoup plus avancée dans le bull run. Là, il y en a même qui pensaient que le bull run n'était pas parti parce qu'on n'est pas tous d'accord avec à quel moment exactement. Pour moi, on est en bull run depuis déjà un petit moment. Mais il y en a qui disent non, c'est pas la phase parabolique, on n'avait pas passé encore les ATH, donc c'est pas un bull run. Ok, je peux l'entendre. Mais ce genre de dinguerie de meme coin qui tape des 700% en quelques jours, ça ressemble à une fin de bull run. Donc on sentait que le marché était parti beaucoup trop loin dans ce grid-là et il avait besoin de corriger. Donc là, on a un Bitcoin qui a bien retracé. Donc je vais juste retourner sur mon graphique rapidos. Le Bitcoin, au moment où je vous parle, il est donc à 63 000 $. Il a l'air de vouloir, il a marqué un point bas à 61 000 $. Donc je pense qu'on va venir retester ce bottom-là. Si on l'enfonce, je pense qu'on va corriger beaucoup plus bas. On pourrait retourner sans problème jusqu'à même retourner à nos 52 000 $ sans que ça remette en cause rien du tout, bien sûr. Ou alors vraiment il arrive à tenir le 61 000, 62 000 $. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra partir plus haut. Lui, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, il va juste rentrer en oscillation et après on a le reste du marché qui va repartir. Ok. Juste pour rappel, l'index Fear and Greed, est-ce que tu peux rapidement repréciser ce que c'est? Ouais. Déjà, parce qu'il y en a plein de gens qui sauront ce que c'est, j'imagine. Vous pouvez le trouver facilement déjà maintenant, même sur CoinMarketCap ou CoinGecko, ils sont partagés, alors qu'avant, souvent, c'était sur d'autres sites, mais maintenant, tout est intégré au même endroit. Donc, c'est tout simplement, il y a des métriques qui sont utilisées. Alors, je ne sais pas exactement toutes les métriques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le calcul, comment il est fait. Mais globalement, ça va détecter si les investisseurs sont plutôt en gain et du coup commence à être un peu touché par ce qu'on appelle le greed. Je sais jamais le traduire en français celui-là. L'avarice. C'est pas l'avarice, ouais. Ouais, genre. Ouais. Ça fait un peu molière quand on parle. J'aime pas ce mot. Non, c'est ça. Mais en gros, tout le monde commence à être chaud bouillant, à des bougies vertes dans les yeux, tu vois. Ouais. Et puis le fear, c'est l'inverse, c'est quand tout le monde flippe.
Et basé sur un vieil adage de Warren Buffett, il disait il faut acheter les marchés quand ils sont dans la peur et il faut les vendre quand ils sont dans le greed, parce que justement il faut toujours prendre à contre-pied. Et en plus, c'est que s'il y a des gens qui achètent en ce moment, c'est un bon moment en fait, comme on dit, ils vous offrent votre liquidité de sortie. Ça veut dire si vous êtes rentré beaucoup plus tôt. Donc typiquement, nous c'est ce qu'on avait fait. On est à titre personnel, on est rentré dans le bear market. Donc quand plus personne n'y croyait, tout le monde flippait. Nous on a acheté des cryptos à des prix vraiment bas. Aujourd'hui, on est assis sur des gros multiplicateurs et maintenant c'est un bon moment pour prendre du profit. Alors je dis pas qu'il faut prendre tous vos profits maintenant parce que pour moi le cycle il va continuer. Mais c'est sûr que, alors avant la correction idéalement, quand justement on avait ces grosses bougies vertes, c'était un bon moment pour prendre un peu des gains. On en a parlé nous sur le Telegram. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui disaient qu'ils le faisaient dans le groupe. Donc voilà. Là c'est un moment plutôt pour recharger en fait. Donc quand on dit buy de dip, alors il ne faut pas acheter tous les dips et il y a une façon d'acheter les dips. C'est vrai que souvent on dit buy de dip mais on n'explique pas comment il faut le faire. La première chose c'est qu'il vaut mieux acheter les premiers dips, parce qu'on sait encore que le cycle est jeune et que pour l'instant il faut aller dans le sens de la tendance. Donc racheter maintenant, ça permet de renforcer des positions, ça permet de rentrer sur certaines cryptos qu'on n'avait pas eu la chance parce que elles étaient parties trop vite et on n'avait pas FOMO, ce qui était une très bonne chose en passant. Donc là tant mieux, on a une opportunité de re-rentrer. Et ensuite après avec le temps il faut quand même certains profits qu'on sort, il faut savoir ne pas les remettre. Parce que en fait, des profits qu'on remet tout le temps, c'est pas vraiment des profits. On fait juste tout le temps l'effet martingale, on réinvestit. Et puis après, quand le marché, la tendance est terminée, malheureusement, c'est là qu'on relaisse tout ce qu'on a gagné en fait. Ouais. On fait un aller-retour quoi. Je trouve que ça, c'est compliqué, tu vois, parce que ça fait des années qu'on a de l'argent qui est investi dans cet écosystème, dans les crypto-monnaies. Et de repasser, alors même en stablecoin à la rigueur, mais de les sortir de cet environnement-là, t'as l'impression que tu t'arrêtes le jeu, tu vois. C'est comme un jeu, c'est comme dans des applications, ça fait comme un jeu un peu. Ouais. Et surtout que vu les applications comme elles sont faites, et t'as l'impression de sortir du jeu et de plus participer, tu vois. Et c'est un petit peu bizarre. Je sais pas si ça te fait cet effet-là. Oui, absolument. Ça a probablement joué défavorablement pour moi lors du dernier bull run. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de bien se positionner et comme je dis des fois, quand on rentre en fait sur le marché, il faut déjà qu'on ait un point de sortie au moins en tête, psychologiquement. Bien sûr, nos plans changent. Mon plan, il a changé 4 fois depuis le début du bull run. Mais il faut quand même avoir cette idée. C'est comme quand tu cours un marathon. Tu sais quand tu commences à courir, tu sais quand tu arrêtes. Tu vois, as l'objectif, tu sais ce que tu es prêt à courir. Donc moi, je fais beaucoup de l'investissement intracycle maintenant. C'est-à-dire que personnellement, je ne prévois pas de garder de la crypto pendant le bear market. Donc je vais tout simplement alléger mes positions on va dire qu'il faudrait que 80% de mon portefeuille soit sorti au moment où je pense que vraiment là on commence à être très très avancé. Après il faut toujours se garder ce qu'on appelle un moon bag, parce que ça justement ça permet psychologiquement de se dire on est encore dans le marché. Ce qui fait que si le marché continue et qui est complètement déconnant, nous on va pouvoir appliquer à la limite le paradoxe de Xénon, tu vois, c'est-à-dire que tu vas vendre 50% de ce qui te reste, mettons à chaque fois que le marché fait x2 ou ta crypto fait x2, puis comme à la fin ça devient vertical et on peut taper des x2 dans la journée, tu vas pouvoir comme ça à chaque fois boum 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 boum, mais ta mise initiale tu l'as déjà récupérée depuis longtemps et puis tu as engrangé des profits que tu as sortis des cryptos que tu peux investir dans d'autres choses, marché immobilier, les actions, etc. Et ça te permet comme ça parce qu'en fait, un bon investisseur, il est capable, et on regardait une conférence de Yann Darwin, mais je vais reprendre les mots qu'il disait, c'est qu'un bon investisseur, il est capable de jouer sur le phénomène d'accélération et décélération, et donc de concentration et de diversification. Donc en ce moment, on sait que le marché crypto, ça pousse fort, donc c'est un bon moment pour peut-être se concentrer un peu plus sur s'exposer un peu plus sur le marché crypto qu'on le serait en temps normal. Si par exemple, on va dire on recommande un 2-3% par... ce qui est pas notre cas. Ça me fait toujours rire de dire ça, mais mettons, allez, un 2-3%, là tu pousses à 10 ou 20%, c'est pas complètement déconnant en fait, parce que tu vas aller chercher une très belle performance, mais après derrière il faut savoir la retirer et après la réinvestir et comme ça faire des rotations dans ton portfolio. Ouais. Donc mais garder un petit moon bag, je pense que c'est la solution psychologiquement pour se dire qu'on est encore dans le jeu. Bon, tu parlais de pourcentage, etc. Et toi, t'en as combien de pourcentage? Alors, on y va. Tu veux des chiffres? J'ai tout noté sur mon petit cahier. C'est le moment où on vous révèle l'état des lieux de notre portefeuille 20X Challenge. Ouais. Je pense que pour garder un peu le suspense, je vais parler du mien parce qu'il est beaucoup moins impressionnant que le tien, évidemment. Si tu me l'autorises, vas-y, évidemment. Bien sûr. T'en es où? Alors, de mon côté, oui, vous le savez sûrement si vous nous suivez depuis quelques temps, je suis la partie beaucoup plus
prudente et moins expérimentée du challenge par rapport à Julien. Et moi, je suis à x2 seulement. Seulement, entre guillemets, encore une fois, je précise. Et c'est quelque chose que je me suis noté juste avant d'enregistrer. C'est important de faire un rappel. Quand je dis seulement x2, c'est dans le contexte crypto. Ouais. Quand on parle de n'importe quel autre type d'investissement, un x2, c'est énorme. Si on parle d'actions, si on parle d'investissement quelconque, même en immobilier, pour faire un x2 sur un investissement, etc., c'est incroyable. Et en combien de mois, du coup on a commencé le défi. On a commencé, je crois, début novembre ou début décembre, quelque chose comme ça. On ne sait jamais, hein, mais je crois que c'était pour novembre, mettons. Voilà, ça doit faire 4 ou 5 mois. Ce qui est tout à fait correct, tu vois. Mais personnellement, bon, je suis forcément un petit peu déçu de cette performance, mais en même temps, je ne mets pas forcément d'action en place pour faire des recherches, faire des trades de façon très active, etc. Donc, j'ai, on va dire, ce que je mérite, entre guillemets, avec cette période-là. Mais voilà. Alors, tu avais fait quand même, je me rappelle que tu avais partagé sur Telegram, que tu avais rechangé tes positions et tu t'étais remis sur des projets qui faisaient plus sens pour toi, que tu comprenais mieux. Ouais. Est-ce que tu veux en parler plus et ouais, alors ça, nous dire comment ça a impacté ta psychologie aussi. Ouais, je sais plus si je l'avais déjà fait lors du dernier épisode, mais en gros, j'avais commencé par me positionner sur 4 cryptos que je comprenais vaguement et mais j'étais pas hyper à l'aise avec. Même si c'était des cryptos, on va dire, prometteuses et que j'avais l'impression que de tout ce que tout le monde disait sur les réseaux sociaux, que ça pouvait faire des x10, x30, x40, machin, j'étais pas à l'aise. Donc, je me suis dit, ok, je préfère changer, je préfère passer sur d'autres cryptos, mais que je comprends mieux. Alors, de là à dire que je les connais par cœur, c'est pas vrai, mais que je comprends mieux le concept. Donc, je suis repassé sur 3 cryptos. Donc, je suis passé, je vais les citer, je suis passé sur Filecoin, qui grossièrement, moi je le résume en disant que c'est une sorte de Google Drive décentralisé. Très bien. Ensuite, je suis passé sur Render. Donc Render pour moi c'est avoir de la puissance graphique pareil décentralisée pour admettons imaginons des films au cinéma où tu as besoin de faire des gros rendus, des gros calculs pour de la 3D, ce genre de choses. Tu peux aller chercher de la puissance de calcul sur des ordinateurs un peu partout dans le monde plutôt que d'avoir des grosses machines dans tes propres studios, admettons. Ça, je schématise encore une fois, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est un peu comme je l'ai compris. Et enfin, j'ai une petite position sur le gaming avec des Decentraland, où là pour le coup c'est plus par rapport à justement au narratif du gaming, où je pense que ça peut être intéressant sur ce bull run. Donc voilà, c'est vraiment les 3 positions que j'ai. Dans l'ordre, je crois que c'est Render la plus importante, Filecoin un petit peu moins et Decentraland encore moins. Voilà. Et elles ont bien performé en plus, Phil et Render. Alors oui, Mana un peu moins je crois, mais les deux autres. Les deux ont plutôt bien performé, mais là avec la correction qu'on a en ce moment, ça a forcément un petit peu rebaissé. Mais voilà, moi ce que je me dis, c'est sur la durée par rapport au bull run, je pense qu'on est encore très très loin de ce qu'elles peuvent, de là où elles peuvent aller. Donc c'est aussi pour ça, moi je joue un peu la patience plutôt que les trades à répétition. C'est peut-être pas la bonne, c'est sûrement pas la bonne méthode ou la méthode la plus rapide pour faire des multiples, mais au moins je passe pas trop de temps à faire des recherches, des trades, à changer de position tous les 4 matins. Donc moi c'est une méthode qui me va, même si elle est plus lente. Oui, puis faut le rappeler quand même, c'était le but du défi, donc de montrer qu'en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients à quelque chose. Ouais. Peut-être que moi, je vais partager mes chiffres après, mais je fais peut-être plus de multiplicateurs. Par contre, derrière, il y a un stress psychologique qui n'est pas le même. Alors, pas avec les $1000, on s'entend, mais vous comprenez que ce que je fais là, alors je ne le fais pas aussi violemment, mais je le fais quand même un peu avec mon patrimoine personnel. Et c'est sûr qu'il y a une psychologie qui vient avec. Et des fois, j'avoue que j'envie quelqu'un qui prend le bull run avec beaucoup plus de quiétude, avec une vision beaucoup plus long terme et qui va chercher peut-être un multiplicateur un peu moins exagéré, mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la finance traditionnelle, c'est extraordinaire. Et oui. Et as-tu noté la TH de ton portefeuille? Parce que là, tu es à 2000, mais
C'est ça, 2001 du coup. En vrai, je crois que j'ai regardé juste avant d'enregistrer, je suis à 2100 quelque chose. Et Ok. T'as dû monter au moins à 3000, je pense, ou quelque chose comme ça. pas loin, je crois que c'était 2007 ou 2008, mais Ok. pas beaucoup plus en vrai. Donc presque x3. C'est ça. Mais je pense que... Alors, je suis pas certain qu'en restant comme ça, on atteigne les x20, mais déjà, si j'arrive à un x10 dans quelques mois, ça sera une super perf pour moi, avec peu d'implications de trade et de recherche, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et la correction, est-ce que tu la vis, à ton avis, mieux en étant sur des projets sur lesquels tu as de la foi et tu y crois, Ouais. que si par exemple tu avais été sur un projet obscur que je t'aurais parlé au coin d'une discussion et tu te serais dit ah, vas-y all in dessus et que Bah, là on serait en baisse. Comment en fait, tu vivrais ça? le truc, c'est que pour avoir déjà vu le bull run précédent, j'ai l'impression que c'est un peu trop facile dans le sens où tu pourrais te mettre sur quasiment n'importe quoi, C'est vrai. quasiment, et tu ferais des gains. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu un piège, c'est que sans faire d'efforts, sans avoir trop de connaissances, tu peux très bien mettre 100 balles à un endroit, et puis dans quelques jours, c'est déjà à 1000, tu vois. Hmm. Sans vraiment de réflexion, et même si le projet est nul, et c'est un peu le problème et le piège pour les gens qui vont pas forcément connaître l'écosystème, mais tu peux aller sur n'importe quel projet, même s'il n'y a rien derrière, faire des gains, faut les sortir, mais je veux dire, faire des multiples de fous, sauf que peut-être que le lendemain, ça va corriger à fond, tu vois. Donc, non, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ces projets-là. Après, rien n'est garanti, encore une fois. Non, bien sûr. Mais ouais, franchement, j'ai pas de stress sur ces projets, tu vois. Mais là, ce que tu définis, c'est vraiment c'est un bull run en fait. Hein. Un bull run, c'est non, mais c'est que ça. tout le monde est haussier en fait. Ouais. T'as presque pas, tu sais, un marché qui est en range, il y a autant, on va dire, de bear que de bull. Marché baissier, il y a plus de bear, et un marché aussi, comme en ce moment, il y a que des taureaux en fait. Donc à un moment donné, comme tu dis, il y a tout qui monte. Après, je pense que ce qui fait vraiment l'issue du truc, au-delà de dire, ok, je prends plus de positions ou j'en prends moins, pour moi, le vrai game changer, c'est ta psychologie. C'est ton mindset de comment tu vas handle ces gains-là, comment tu vas être capable de vraiment sortir tes profits en disant oui, le marché peut faire encore un x2, un énième x2, mais je me suis assez régalé et je sors mon argent. Ou at least je sécurise, on va dire, ma position initiale. Et le reste, à la limite, c'est du bonus, j'ai un free bull run. Ou est-ce que tu vas céder et tu vas succomber au grid? Je m'excuse, il y a Thomas qui m'a écrit. Est-ce que c'est un... The fuck? On n'est pas en live là, j'espère? Si? Non, on n'est pas en live. Ok, parce qu'il m'a dit est-ce que c'est un live ou un fake? Ok, je recommence. Ou est-ce que tu vas succomber finalement au grid et puis tu vas faire un aller-retour avec ton capital, quoi? C'est un peu le piège, quoi. Après, moi, ce que je trouve qui est vraiment super important, c'est le fait de comprendre, pour les gens qui découvrent un peu l'écosystème crypto en ce moment, c'est de comprendre les cycles, comprendre comment ça marche d'avoir un bull run, un bear market. Ah, mais si, on est en live en fait. On est en live. Mais comment ça? On est en live en fait. Yes. Sérieux? Trop cool. J'étais pas quoi. On est en live sans le savoir, les gars. Incroyable. Tellement drôle. Et c'est Thomas qui travaille qui nous dit ça, what the fuck. Trop marrant. Bref, en gros, tu vois, de comprendre en fait que il y a un bear market, donc c'est une période vraiment plus calme où c'est là le moment où il faut se positionner, et le moment où on a le bull market, c'est là où il faut être assez prudent à l'inverse, et oui, tu vas faire des gains, mais il faut arriver à les sortir à ce moment-là parce que derrière il peut y avoir une grosse correction. Et tu peux te retrouver, si tu as investi à ce moment-là, tu peux te retrouver en perte pendant très longtemps. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc pour mon cas personnel, voilà, vous le savez, j'ai fait x2 pour l'instant. Et j'ai hâte maintenant de savoir, toi, ce que tu as fait, Julien. Moi, je n'avais pas... je réexplique parce que les gens ils vont dire, mais pourquoi tu ne le savais pas avant? En fait, moi, j'ai le $1000 avec lequel on est parti ensemble. Moi, si tu veux, il est intégré à mes positions personnelles. Et toi, je sais que tu as tout mis sur un exchange, mais le problème, c'est que moi, selon les cryptos, il y a des trucs qui sont sur certains exchanges, sur d'autres, etc. Il y a eu beaucoup de variations. Et déjà, une chose que je me note pour moi-même, c'est que j'ai peut-être un peu exagéré, en fait. Je crois que j'ai pris peut-être trop de positions. J'ai dû faire de l'overtrading. Alors, j'ai
eu la chance entre guillemets que le marché il allait dans la bonne direction, donc faire de l'overtrading quand tout le monde ça peut être cool. Le problème tu vois c'est que là, et je suis content, j'ai su m'arrêter parce que là on est dans un moment où le marché est beaucoup plus complexe à gérer et j'ai pris quand même deux ou trois positions, deux positions qui étaient perdantes et j'ai su à ce moment-là dire oups, attention, il y a quelque chose qui a changé, je vais me calmer, je vais arrêter et je vais attendre que le marché reparte vraiment dans une direction beaucoup plus claire. Ouais. Quand Ethereum aura passé son ATH et tout ça. Donc voilà, bref, j'ai fait les bilans. Alors la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais 4000... non, j'avais combien ? Il faudrait que je revoie la vidéo, je sais plus combien. Non, j'avais moins que ça. J'avais 3000 quelque chose de mémoire. Il faudrait que je retrouve... Tu veux que je regarde ou... Vas-y. On est en live, ça me stresse là maintenant. On peut pas faire des choses comme ça. Non, j'étais où ? J'avais... en fait, le plus simple, ça serait d'aller voir sur YouTube. Bah, du coup, j'en Tu l'avais profite écrit sur la vidéo ? j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont en live Bah et qui nous Salut écoutent tout le et nous monde. regardent, hein, parce que franchement, on était vraiment en mode enregistrement. Et je crois que le paramétrage par défaut de notre système, Ah, là, ça a repris la miniature de l'autre en fait. Ouais, il nous a relancé sur un live automatiquement. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Sans faire d'effort, on a fait un live, tu vois, c'est incroyable. Bon, je pense qu'il y aura, Tu vois, hein, il y aura un petit quand on montage pour modèle. la version finale qui Oui. sera rediffusée, évidemment. Là, vous êtes les privilégiés à nous voir en direct pendant notre conversation brute. Et ben, on en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre directement. Ce sera l'occasion. Et voilà. Et si vous avez vous-même commencé à participer et faire votre 20X Challenge de votre côté, n'hésitez pas à nous dire où vous en êtes rendu. Salut Pierre. Et tu vois les commentaires, toi ? Ouais, je suis sur YouTube, je les regarde. Ok. Bon, je retrouve pas, c'est pas grave. Mais de mémoire, j'étais à 3000 quelque chose. Ouais. Et j'avais 8 TAO à peu près. Et donc, le 9 février, j'ai vendu mes TAO et je te fais le détail ou je te donne le chiffre final ? Vas-y, juste une petite question avant. Tu fais du trading sur Vas-y. quoi, Julien ? C'est une question. Est-ce que tu peux dire sur quels exchanges tu fais tes trades ? Ouais. Moi, je suis en ce moment beaucoup sur KuCoin parce que alors, je suis généralement sur KuCoin, Binance. J'ai fait un peu de trading sur Ascendex et sur MEX également. Alors, j'utilise pas d'effet de levier, c'était une des règles du jeu. Ouais. Donc ça, je le précise quand même. Donc pour moi, ça, j'ai pas besoin d'avoir des outils futurs développés, on va dire, sur l'exchange que j'utilise. J'ai juste besoin d'avoir un exchange qui a listé tout simplement le coin que je veux en spot. MEX, il y a un peu de faute dessus en ce moment, donc j'ai décidé de rien garder dessus. Ascendex, pareil, je me dis que c'est un petit exchange, alors j'ai rien entendu dessus, mais j'essaye 99% du temps, on va dire, d'être sur ou KuCoin ou Binance, que je trust à, on va dire, quasiment à égale proportion, quoi. Ok. Donc voilà pour ça. Donc en fait, je vous fais rapidement, je n'ai pas besoin de faire tout le détail, mais en gros, donc sur Tao, j'avais fait une très belle position. J'étais sorti le 9 février parce qu'il nous avait fait une très très belle journée. Ensuite, d'ailleurs, on en avait parlé, je pense, lors du dernier live, mais j'avais pris une position sur Aster. Ça me fait rire parce que ça fait comme Aster en québécois, tu sais. Et Aster, en fait, je me suis fait piéger, hein, donc comme quoi toutes les belles positions, même quand graphiquement il était tellement parfait, on avait la tasse séance, on avait la contraction, le volume, tout était là. Donc moi j'ai dit parfait, je l'avais même collé sur le Telegram. Donc voilà pourquoi il faut pas complètement faire des all-in même si les signaux sont beaux parce que c'était depuis j'ai acheté au plus haut quoi. Et le truc a droppé. Donc je m'étais mis quand même forcément un stop loss psychologique. Alors je le mets jamais physiquement parce que la volatilité en crypto fait que tu peux te faire sortir très très vite, mais je regarde assez souvent les graphiques pour surveiller mon prix et quand j'arrive sur le niveau, tout simplement je sors. Donc j'avais pris une perte de 10% quand même sur Aster. Ensuite j'ai surfé Render. J'ai fait une très belle performance. Là à ce moment-là j'étais à 6534 $. Ensuite j'ai FOMO et je l'avais partagé aussi sur le groupe, j'ai FOMO sur CKB. Donc CKB c'est Nervos Network, si je dis pas de bêtises. Et Nervos Network ça me fait chier parce que je me rappelle j'étais à l'aéroport, donc je m'en allais en France.
Donc c'était le 14 du coup, c'est ça? Le 13 ou le 14 février. Et je regardais une vidéo de Paul Crypto Formation. On le salue d'ailleurs s'il nous regarde, je pense pas, mais si tu nous regardes, si tu nous regardes, je veux bien faire une interview avec toi. Je sais pas pourquoi, je tombe sur un short qu'il avait fait quand même il y a longtemps et il parlait de ce projet-là et eux ils faisaient du comment ils appellent ça? C'est du abstraction account. Donc c'est qu'en gros c'est une des cryptos qui permettra éventuellement d'utiliser la blockchain mais sans avoir vraiment un compte comme on le fait en ce moment avec toute la friction technique que ça peut représenter. Et je sais pas pourquoi je vois le truc et je le regarde graphiquement. Du coup, je dis, ah ouais, ce projet, il me dit quelque chose. Et graphiquement, il est magnifique, le bordel. Il a eu une consolidation super longue. Là, il a pété, il y a du volume. Et le truc est parti un peu vite, en fait. Il a fait, je pense que c'était genre un 60%, un truc vraiment violent. Et là, je me dis, ah merde. Je dis, bon, bah, j'attends un pullback et puis je rentre, quoi. Et suite à ça, il a fait juste monter le bâtard. Il est parti tout droit. Et chaque jour, je le regardais, je dis mais c'est pas vrai, il va jamais retracer. Et j'ai FOMO à la fin. Donc ouais, hein, on le dit, mais les émotions sont plus fortes que nous des fois. Et je suis rentré. Donc après ça, il a corrigé. Alors depuis, il est monté beaucoup plus haut. Mais vu que je faisais du trading à ce moment-là, je rentrais pas pour me dire bah c'est bon, je le vends dans 6 mois et puis je suis à l'aise avec ça. Je sais que je l'achète un peu haut. C'était vraiment du trading. Donc à ce moment-là, le timing, bah il est beaucoup plus important qu'en investissement. Et du coup, bah, je suis ressorti quand même sur une retrace de 10%. Quand j'ai vu que le truc se retournait, j'ai dit ah merde, j'ai vraiment FOMO. Donc vous voyez que même quand on fait des erreurs, on peut reprendre nos esprits. Le plus important, c'est de savoir couper ses pertes rapidement. Et je pense que c'est un des secrets en fait. Hein, c'est de la même façon, je vais parler tout à l'heure de PP. J'ai pris mes gains beaucoup trop vite. Okay. Mais en tout cas, couper ses pertes rapidement, c'est numéro 1. Puis après, numéro 2, être capable vraiment de laisser courir ses gains. J'en profite juste au passage. Il y a Thomas qui dit je sais même plus ce que j'ai sur mon portfolio, je regarde jamais. Julien connaît plus mon portfolio que moi. Ah ouais? Ouais, bah ça c'est sûr, je regarde tous les jours. Hein. Je regarde tous les jours. Donc après il y a eu les meme coins. Donc la saga des meme coins, j'en parle quand même parce que c'était assez cocasse. Donc là j'étais avec mon petit frère, mais bon, pour ceux qui regardent la chaîne, donc François de Balado 3.0, vous avez sûrement vu le personnage un peu, et c'est lui qui m'a initié à la crypto. Donc lui c'est un peu c'est encore un peu mon mentor d'une certaine façon. Donc là, c'était cool parce qu'on était les deux ensemble. Puis on s'amusait, on prenait un peu des trades. Et là, je prends la position, mais parfaite de chez parfaite sur PP. Pareil sur un call de, tu sais, un des gars qu'on suit sur X, oui. Ionix, machin. Il écrit un message et il dit, les gars, si vous êtes pour trader du meme coin, il dit, prenez au moins des bons meme coins. Moi, je pense que PP peut bien performer. Et ce gars-là, il m'a fait tellement de bons calls que je suis comme, ok, on va les voir. Alors, encore une fois, j'achète pas sur un call, mais moi, c'est un peu comme des signaux. C'est pour ça que je passe autant de temps sur X. C'est qu'à un moment donné, quand je vois qu'il y a des projets dont on parle, bah, je vais voir graphiquement s'ils ont de l'allure. Et après, bah, si ça rentre dans ma stratégie avec mes signaux et tout, bah, je m'expose dessus. Et là, le PP, effectivement, il est magnifique. Donc, je me dis, bah, vas-y, je tente le PP. Je l'ai pas eu sur le pré-bull run. Et une de mes théories depuis le début, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé en pré-bull run est en train de se reproduire à nouveau. Donc en fait, on a des cryptos qui ont ultra performé. On a eu par exemple les ordinals, on a eu justement les meme coins dont PP, on a eu pas mal de choses comme ça. Ensuite, on a eu une correction, ça c'était avant le gros breakout de Bitcoin. Et là, on se rend compte que les narratifs reviennent. On avait eu l'IA, je vous rappelle, l'IA c'était quoi en janvier-février hein. Et puis là, tu vois, presque un an plus tard, bon bah là on a eu à nouveau la grosse saga de l'IA que j'ai surfé un peu plus tard aussi. Mais bref, là, je me dis, PP, je l'avais pas eu la première fois, je vais le poigner la deuxième fois. Donc, je rentre dessus, et là, je tape un 100%. Je tape un 100%, mais en 2 jours. Donc là, mon capital double, je fais un x2. Attends, il faut rappeler que toi, tu mets tout ton bag à chaque fois sur une seule crypto. Fois, ouais. Ok. Je fais des all-in. Ouais. Okay. Ouais, c'est pour ça que ça va vite. Ah, oui. Donc là, je me mets tout dessus, et là, je fais un x100, et je dis, ah putain, mais c'est incroyable, je sors, tu vois, je fais pas le dingue. Et le truc, il a fait un x7. Le truc a fait un x7 et après coup, tu vois, quand l'émotion s'est reposée et j'ai regardé le graphique, je me suis dit, mais en fait, même en 4 heures ou en 1 heure, il n'y avait aucun signal de retournement. Là, maintenant, depuis, oui, il a corrigé machin. Et je dis pas qu'il faut rentrer maintenant, on donne pas de conseils. Mais au moment où j'ai quitté ma position, en fait, il y avait rien. Le seul truc qui fait que je suis sorti, c'est que je me suis dit, j'ai fait assez de gains et je sors. Et c'est drôle parce que j'ai lu un livre justement dernièrement qui en parle, on en avait discuté ensemble, donc c'est The Best Loser Win, et ça il en parle, en fait il dit tu peux pas, c'est
un bon trader, en fait, il sait pas d'avance qu'est-ce qu'il va gagner parce que c'est le marché qui va décider. Toi, tout ce que tu fais, c'est encadrer ta position. Si tu te trompes, tu coupes rapidement. Et si tu as raison et que le marché il te dit, pour l'instant, tu as raison, et continue d'avoir raison le plus longtemps possible. Donc Pépé m'a donné une très bonne leçon que j'ai retenue. Donc j'ai fait de l'argent, c'est cool, mais j'aurais pu en faire 5 ou 6 fois plus, quoi. Ah, tu vas pas te plaindre, Julien, hein. Non, je vais pas me plaindre. Je partage mes expériences, c'est aussi le but de la vidéo. Donc voilà, je vous partage ça. Donc là, à ce moment-là, je suis quand même monté à 11 800 $ grâce à Pépé. Okay. Et suite à ça, là, j'ai commencé à dig beaucoup dans les meme coins. Et je voyais qu'il y avait pas mal de petits chiens qui marchaient là, tu vois, qui réussissaient bien. Alors pas Doge. Doge, tout le monde le disait, c'est le boomer des meme coins et tout. Mais bon, je pense que Doge peut faire une belle performance quand même sur ce bull run. Mais on a du Whiff, tu vois, le petit chapeau, le chien avec un chapeau et tout. Okay. Tu vois, t'as plein de conneries qui pètent. Mais là, à ce moment-ci, vraiment, là, s'il y a des gens sérieux qui nous écoutent, ils doivent penser, mais c'est quoi ces deux rigolos qui traitent des chiens avec des chapeaux? Ouais, moi, je traite rien du tout. Hein. Voilà, moi, ce rigolo. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que, comme disait Flo tout à l'heure, dans un bull run, en fait, tout peut monter. Et moi aujourd'hui, il y a des cryptos sur lesquels j'ai des grosses convictions, des utility tokens notamment qui touchent à l'IA et tout ça, mais je ne m'interdis pas, je l'ai fait cette interdiction, c'est-à-dire que moi je tradais pas ça le dernier cycle, et je me suis rendu compte du nombre de gains que j'ai laissé passer à cause de ça. Donc moi ce cycle-là, je m'étais dit, si graphiquement il y a quelque chose, j'ai des volumes, j'ai des trucs, peu importe en fait, parce que ce qui fait que quelque chose va marcher, c'est tout simplement l'adoption. Donc si aujourd'hui, et d'ailleurs Yann Darwin avait fait ce call-là, il s'était dit avec l'institutionnalisation de Bitcoin, je l'ai dit sans me tromper, institutionnalisation, eh bien, les meme coins devraient bien marcher parce qu'en fait, justement, tous les crypto fans de la première heure, eh ben, eux, en fait, ils retrouvent dans les meme coins finalement ce qu'ils avaient au début de la crypto, c'est-à-dire un champ libre pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Bon, c'est un gros casino géant. Et puis, les meme coins, ça marche vraiment sur une communauté, en fait. Donc, c'est quasiment un peu comme tu suivrais, tu vois, la Coupe du Monde. Chacun va défendre sa team, le tel meme coin de telle blockchain, etc. Et là, en fait, on avait énormément de meme coins de la blockchain de Solana qui fonctionnait et Solana aussi partait en fou. Donc, je me disais, OK, il y a beaucoup de liquidités qui rentrent sur Solana. Les meme coins sont chauds. Donc, je vais essayer de trouver un meme coin qui n'a pas trop encore explosé. Et là, en faisant mes recherches sur des forums obscurs, je trouve le projet Miro. Donc, Miro, M-Y-R-O. Un petit chien un peu différent des autres, tu vois. Et Miro, apparemment, c'est le nom du chien du cofondateur de Solana ou un truc comme ça. Donc, comme je disais à François en rigolant, je dis bon, les fondamentaux sont très solides. Je pense que j'en ai assez pour rentrer dessus. Et donc, je suis rentré sur Miro. Et la première journée, c'était chaud parce que je m'excuse, hein, cette vidéo est un peu longue, mais je vous raconte un peu toutes ces anecdotes parce que ça fait beaucoup d'émotions. Et alors là, le truc, il descend. Genre, je rentre et le bordel descend alors que mais genre j'ai une section, tu sais, meme coin sur TradingView, tout monte sauf le mien. Et là, je dis, tabarnak, je me suis fait avoir, j'ai acheté la pierre d'aube, qu'est-ce qui se passe et tout. Les fondamentaux étaient pas si solides. Les fondamentaux étaient pas si solides et tout. Et là, je dis, bon, tu sais quoi, on va laisser quand même. Parce que je me disais, c'est bizarre quand même. Je comprends pas pourquoi ils montent pas. Je me dis, ça avait l'air quasiment d'être de la manipulation. Et je me dis, en même temps, c'est des coins qui sont pas très capitalisés. Il y a moyen, tu vois, que ça soit manipulé. Mais je dis, quel est l'intérêt de le manipuler maintenant? Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, dors là-dessus. Je me réveille dans la nuit, je regarde, le truc il était à moins 10 je pense ou quelque chose comme ça, donc il avait continué de dropper. Je me dis bon, allez, je pense que c'était peut-être 4 heures du matin, tu vois. Là je me dis bon c'est pas grave, je verrai demain matin quand je me lève. Puis vers 6-7 heures du matin, tu vois, je me réveille, je regarde mon téléphone et le truc il est à 67%. Donc il passait de moins 10 à 67% en seulement 2 heures, genre. Mm-hmm. Et en fait, il venait d'être listé sur Binance. Sur Binance au niveau des futurs ou je sais plus trop quoi. Okay. Et là, du coup, j'ai dit, ok, clairement, c'était de la manipulation. Il a été, les mecs, ils ont droppé le prix et tout. Il y en a plein qui sont sortis. Et là, derrière, bam, ils ont racheté plus bas et le truc est monté. Et du coup, ça m'a permis de faire une très belle performance. Et je suis monté à 18 880 $. Donc fois 18. Sur Miro, ouais, exactement. Et après, je suis retourné sur l'IA. Donc l'IA poussait bien. Donc là, j'ai concentré mon capital sur l'IA. Et j'ai pris un trade sur FET chez AI que j'aimais beaucoup. Pas mal depuis le début du bull run et que je pense surfer quand même un peu. Alors des fois, je sors, je rentre et tout. Mais que je compte surfer sur tout le bull run.
Et c'était le 6 mars. Donc, si vous allez voir les graphiques, vous allez voir qu'il nous a fait une très belle bougie. J'avais mis un ordre à 2,8 et il a été touché. Donc, à ce moment-là, j'avais 30 019 $. Donc, finalement, ça a été entre le 5 mars et le 6 mars, j'imagine, du coup, entre les deux, que j'ai fait mon 20X Challenge officiellement. T'as et j'ai explosé dépassé les le 20 000 $. 20X. J'ai pété j'ai pété sa gueule. J'ai tapé un 30X dans la foulée, quoi. Donc en l'espace de 4 mois et demi, 5 mois, c'est bon, t'as déjà fini. J'ai fait un 30X, ouais. Alors après, l'histoire continue. Ouais, c'est ça, t'en es où? Ouais. Parce que là, t'es en train de me dire 30 000, mais genre, toi, t'es à combien? Alors là, en ce moment, je suis à 29 452. Mais entre les deux, je suis monté quand même jusqu'à 39 000 $ avec Avax, que j'ai collé au parfait moment. Dom en plus voulait acheter de la crypto, ma blonde, donc je vais dire achète du Avax. Le truc il est parti sur ligne droite après. Alors attention, parce que c'est dans ces moments-là en fait où tu vrilles et tu te dis Ouais. je suis un putain de génie en fait, je colle tous les plus bas, je vends toujours au plus haut et tout. Ouais. Et ça c'est le début de la fin quand tu penses comme ça. Donc là, attention, encore une fois, là c'est gros pari dégénéré, je l'ai fait vraiment avec le 20X Challenge, on était parti dans l'idée que moi j'étais prêt à perdre 1000 balles. Donc c'est sûr que maintenant c'est plus 1000 balles, donc si je les perds ça fait quand même chier. Mais en même temps, à côté j'ai mon capital, j'ai mon truc où je fais pas des moves comme ça. Alors attends, là t'as dit, en ce moment t'es à combien? Alors après, j'ai pris des trades perdants. Je vais le dire quand même parce que là, je partage que ce qui est gagnant. Je veux être totalement transparent avec vous. Ouais. Je suis rentré sur Gala quand il est parti très très fort. Ouais. Donc au début, j'étais en gain. Donc je pense que je suis monté, je pense même à 45 000. Peut-être j'ai dû toucher, mais ça a corrigé et j'ai pris le drop. Donc là, je suis redescendu à 31 000 $ à peu près. En fait, Julien, c'est pas drôle. Il fait le 20X Challenge pour moi aussi. je te partagerai les gains après. C'est un délire. Après, il y a eu Render qui a pété. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, donc c'était en lesquelles journée? Vendredi, donc c'était la semaine d'avant, où on avait une semaine tout en descente. Et le dimanche, Render avait pété un 30% et quelques. Ouais. Donc moi, je m'étais dit, parfait, il est reparti, machin. Boum, je rentre sur Render. Et depuis, il a juste redroppé. Donc je me suis pris une perte sur Render. Donc là, je redescends à 27 000. Aïe, aïe, aïe. Et depuis, je suis rentré à Centrifuge. Sur Centrifuge, à 0,91. Je sais pas combien il est en ce moment. Faut voir si je suis en perte ou en gain. Crypto, Redlist, Centrifuge, on est à 0,91.54. Donc tu vois, je suis retourné quasiment sur mon prix d'achat. Donc juste avant la vidéo, j'ai regardé, j'étais à 29 452, mais là, je dois être un petit peu plus bas. Incroyable. Donc voilà. Félicitations. Donc je suis presque à 30x, quoi. Merci. C'est Bravo gentil. Julien. Défi réussi. Merci. Personnellement, je pense que je vais sortir probablement aux alentours du mois de septembre-octobre, même à titre personnel. Ok. De mes positions sur la crypto. Ouais. Donc, je me forcerai pas à rester un an parce qu'on avait dit un an, surtout si j'ai atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Mais je pense que quand même, au moins jusqu'à ce qu'Ethereum passe son ATH, parce que pour moi, pour l'instant, on est encore trop tôt dans le cycle. Donc, je suis prêt à laisser cet argent-là pour au moins aller jusqu'à ce que, comme je disais, Ethereum passe son ATH, que Solana passe son ATH, et que là, on voit vraiment les altcoins pumper. Et à ce moment-là, je vais commencer, je pense, à DCA out. C'est ce que je comptais faire avec mon capital personnel. Ouais. Donc, je le ferai aussi avec le 20X Challenge, je pense. Donc là, tu laisses tout je laisse. Je suis curieux. En fait, je suis gains. curieux de voir jusqu'où je peux aller. Ok. Est-ce que... Et puis, une chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le début qui est difficile. Parce qu'au début, le 2X, t'es de 1000 à 2000, tu vois, t'as l'impression que ça bouge pas, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je bouge Mais pas, je tiens à te rassurer parce que, en fait, ton prochain x2, c'est 4000, en fait. Ouais. Puis le x2 d'après, c'est 8000, tu comprends? Et c'est ça l'effet cumulé. Le truc qui, au début, ça part et t'as l'impression qu'il se passe rien et d'un coup, ça pète. Ben en fait, et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de gens qui n'arrivent pas à retirer leur argent à la fin du cycle, c'est parce que tu commences à pogner la verticale sur ton capital, tu dis putain là ça y est, ça commence à faire de la thune, tu commences à faire de l'argent comme t'en as jamais fait dans ta vie, et c'est dur de sortir à ce moment-là parce qu'en fait tu dis chaque jour de plus que je peux surfer, je peux changer complètement l'issue de ma vie. Mais c'est là que ça devient dangereux parce que quand tu es sur la dernière phase, ben voilà. Donc à partir de là, c'est vrai qu'un simple x2, de x20 on passe à x40. Tu vois, le chiffre x40, il est fou par rapport à ton x1 du début, mais c'est juste un x2 de plus sur un x1, sur un x20, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut pas complètement se laisser hypnotiser par les chiffres. Il faut bien comprendre ce que ça représente, le risque que ça représente aussi à chaque fois, et que quand maintenant je perds des 10%, je perds beaucoup plus que ma mise initiale des 1000 $, hein, forcément. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que je vais surfer. J'aimerais bien, je pense pas que je ferai un x100. x50, je trouverais ça stylé.
Donc je vais voir si je peux me rendre à 50 000. Attends, c'est l'avenir qui nous le dira. si tu me dis que déjà là, à un pic, tu as dû atteindre les 40 000 ou presque, le, Ouais. le x Ouais, 50, je pense que c'est 50 jouable, il est pas impossible, hein. Clairement pas. Ouais. Et alors, juste 100 000, un- ce serait fou. 100 Ouais. 000, ce serait Ah vraiment ouais. fou. Là, on se fait un bon resto quand même, hein, Julien. Ah bah oui, bah, je t'invite. Je te paye une petite frite. Ah ouais. Je te paye non, je te paye un bon resto, mec. On va se faire une poutine, et puis voilà. Ouais, carrément. Donc Et- voilà. Et puis, c'est quoi les aussi? Je m'étais noté 2-3 trucs que je vais partager. Vas-y. Fait attention à l'overtrading, je dis ça. Hein. Mais en gros, il y a eu à peu près 16 trades pour Mando 20X, donc c'est pas trop déconnant, mais quand même. C'est pas énorme, en fait. Non, tu trouves pas ça énorme? Ouais. Bah, je sais pas, non. Ça Ouais, va c'est assez vrai, en vite de vrai, faire c'est des pas- trades, donc ça me paraît pas incroyable. Mais alors, juste pour répéter aux gens, combien de temps en moyenne tu peux y passer dans une journée ou une semaine, tu vois, pour se rendre compte un petit peu, parce que clairement, moi, Ouais, là, ouais. tu vois, j'ai cette semaine pour te dire, moi j'étais en tournage toute la semaine, impossible de Ouais. checker à part à la pause déj une vite fait TradingView, mais je passe même pas de trade à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc toi, c'est quoi en sachant que tu travailles? Exact. Et c'est sûr que il y a cette notion de rentabilité au temps. Tu as vraiment raison d'en reparler parce que, comme tu disais tout à l'heure, si tu fais un x2, mais en y passant, tu as passé quoi depuis le début du défi? Oh. 1 heure peut-être? Ouais. Même Max. T'imagines? Là, en fait, la performance à l'heure, elle est dingue. Moi, je te garantis que je suis pas à 1 heure. C'est-à-dire que par Après, jour. c'est quand même des gains très intéressants, donc ça vaut la peine aussi, tu vois. C'est pas. Ouais, mais je suis peut-être moins rentable à l'heure quand même. Faut être Oui, conscient de ça. oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par jour, écoute, alors c'est sûr que, bon, je suis conscient qu'il y a possiblement une addiction, donc j'essaye d'être... En fait, ce serait inquiétant si je vous disais là à l'antenne, non, les gars, je contrôle totalement mon truc et je suis pas du tout addict. Si je vous tenais ce discours, j'espère que vous diriez, il y a un problème. Donc j'aime mieux être honnête avec vous et je suis conscient, je m'auto-observe énormément par rapport à ça. Je fais beaucoup, j'ai commencé à faire de la méditation, là, je vais pouvoir reprendre la course bientôt, il fait un peu plus beau. Pour vraiment, tu te rends compte que tu dois être bon dans ton physique, sinon ton mental, il n'est pas capable de gérer toute cette pression-là. Mhm. Mais je peux passer... mec, c'est dur à dire, parce que il faudrait que je mette tout bout à bout, mais facilement 2 ou 3 heures par jour, facilement. Ouais. Tous les jours, 7 jours sur 7. Est-ce que pendant une période comme ça de bull run où tu es hyper attentif, ça impacte ta vie personnelle? On va demander à ma blonde. Oui, c'est vrai, j'avoue. Non, mais toi, personnellement, est-ce que tu remarques que je sais pas, tu es un peu centré sur ton ordi ou ton téléphone à checker tout le temps, tu as Ouais. moins d'interactions sociales? Est-ce que tu te prives de sortir sur certains trucs parce que Non, tu vois je ce me- genre de choses? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je me prive pas de sortir, tu vois, je me suis pas privé d'aller en vacances ou quoi que ce soit. Même d'ailleurs, j'ai fait des meilleures performances en vacances. Alors peut-être parce que le marché était Ouais. conspirait, mais en même temps, peut-être parce que j'étais plus détendu justement. J'étais dans un super bon mindset, tu vois, avec ma famille et tout. Je pense que ça a dû aider en fait à ce que je sois complètement détaché, que je vois les trades. En fait, il faut voir le marché tel qu'il est. Mhm. Et dès que tu commences à avoir des émotions ou quoi, bah, tu te mets à trader tes émotions et du coup, tu as une vision qui est un peu moins claire. Mais est-ce que ça impacte? Oui, c'est sûr, parce que je suis conscient que les quelques mois qui sont en avant de nous, possiblement, ça peut changer quand même pas mal de choses pour moi. Tu vois, il y a l'issue sera pas la même si je suis capable de sortir comme un gros capital, on va dire de ça. Mhm. Et après, bah derrière, parce que j'ai des projets d'entreprise, voilà, ensemble on veut faire des trucs aussi. Bah, je sais que ça va m'enlever une pression financière que je vais pouvoir du coup, tu vas mettre sur d'autres choses. Alors, est-ce que c'est des histoires que je me raconte? Peut-être. Encore une fois, j'essaye de rester vigilant et critique, mais j'ai l'impression que c'est le moment en fait. C'est dans tout projet, il y a des moments où tu dois t'y mettre un peu plus. Bah, Mhm. en ce moment, c'est là que ça se passe. Ok. C'est pas pendant le bear market, je faisais rien. Je regardais jamais les marchés. Je les regardais quoi, une fois par semaine, 5 minutes. Mais là, c'est le moment de regarder, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense pas que ça m'impacte. Tu sais, je pense pas que je change la personne que je suis. Ou par exemple, tu sais, je suis pas parti. Tu sais, je consomme pas plus, j'ai pas commencé à dépenser de la thune. Au contraire, je suis toujours sur le frein. Et pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est ultra économe et j'épargne tout le temps. Et la moindre dépense, ça me fait mal, tu vois. Ça n'a pas changé, tu vois. Je suis toujours la même personne Ok. qui fait attention, qui essaye d'être prudent avec son argent. Prudent, c'est fou après tout ce que je viens de dire, mais pour moi, la plus grande prudence, c'est de l'investir ton argent en fait. Ce qui me fait flipper, c'est de l'argent sur un compte qui dort et qui perd avec l'inflation, quoi. Il y a juste un truc que Thomas dit dans les commentaires là, du live, c'est bon, et après il fait une blague en disant que t'es un menteur, tu te prives de sport et de bouffe, mais
il rappelle que le sport ou l'activité physique en général et la bouffe, ça te permet d'avoir un meilleur mental. Si t'es bien dans ton Absolument. corps, tu vas te sentir mieux. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que j'imagine là avec la fin de l'hiver, tu vas peut-être un peu plus reprendre une activité physique, etc. Pour Ouais, bah on a eu cette pour discussion. équilibrer un peu hein, tout ça, tu vois. Thomas, il me challenge là-dessus et il a raison Ouais. de le faire. Lui, il est à fond sur le sport en ce moment. Pour info, pour les gens qui connaissent pas, parce que là on est sur ta Ouais. chaîne, mais on a un podcast avec Julien, Thomas, donc Fazo qui est en commentaire et un autre ami qui s'appelle Abdel, qui s'appelle Dans la poche. Le podcast, vous pouvez aller retrouver. Et c'est de ça dont on parle. Vas-y. Ouais, exact. Non, il a carrément raison. Après, il sait que voilà, lui, c'est un bourrin. Il pleut, il vente, il neige, il va faire son sport. Ouais. Moi, j'avoue que je suis un peu une princesse là-dessus. Tu vois, il faut que la météo soit belle, il faut que ça reste agréable. Donc, ouais, non, il faut que je me motive. Mais définitivement, ouais, si tu sais, par exemple, pendant les vacances, on marchait beaucoup. Bah, qu'on marchait, je sais pas, 10 km par jour au minimum, tu vois. Bah, ça fait une différence dans ta journée, tu vois. Alors que si tu prends juste le métro, tu en vas travailler, tu rentres chez toi, tu dors, t'as pas plus d'activité physique que ça. Bah ouais, t'as un stress qui est pas le même, tu gères pas bien tes émotions de la même façon. Donc pour moi, c'est vraiment lecture. J'essaie de bien dormir quand même, d'avoir un repos quand même qui soit positif. Et l'alimentation, j'ai pas fait plus attention que ça, mais je pense que ça pourrait faire une différence aussi. Mais là, plus le cycle va avancer et plus je veux vraiment focuser là-dessus. De toute manière, je cours un demi-marathon le 22 septembre, le jour de ma fête. Donc j'ai fait exprès de prendre cet engagement-là pour m'obliger à prendre certaines mesures drastiques avec ma santé. Donc voilà, à suivre. Est-ce que par rapport au dernier bull run où tu nous avais raconté ton histoire, où Ouais. tu n'avais pas été capable de prendre tes gains et du coup tu avais perdu tout ce que tu avais pu générer pendant le bull run, est-ce que tu vois une différence mentalement ou pas? Carrément, ouais. Ouais, non, vraiment, je me le répète presque tous les jours. Je me rends compte à quel point je suis pas à la même place que là où j'étais. Donc pour dire, je l'ai pas partagé, toi tu le sais, mais j'ai fait un ATH portefeuille. Donc ça veut dire que aujourd'hui j'ai dépassé ce que j'avais atteint lors du dernier cycle, alors Ok. qu'on est relativement tôt dans le cycle. Là tu parles de ton Et- portefeuille global. Ouais, portefeuille global, exactement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je me suis analysé et j'ai dit, OK, là, j'arrive aux mêmes chiffres qui m'ont fait vriller la dernière fois. Mhm. Donc, j'étais un peu inquiet, en fait. Je me disais, merde, est-ce que, à nouveau, je viens de toucher mon plafond de verre et je vais commencer à faire de la merde et perdre cet argent? Et en fait, je me suis rendu compte que non, que j'ai continué de la même façon que j'ai abordé ce bull run. Dès que j'avais des positions qui étaient trop fortes, en fait, bah, je les divisais. Donc je prenais pour avoir un chiffre que j'étais mieux capable de gérer psychologiquement. Donc je vois il y a plein d'habitudes ou de pratiques que j'ai mis en place sur le suivi de mes positions, sur la représentation, la visualisation même j'ai envie de dire, mentale de je prends mes gains. Ça, je le fais tous les jours. Je m'imagine prendre mes gains tous les jours. Je m'imagine que les marchés corrigent tous les jours. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'essaye les deux scénarios, en fait, pour avoir une neutralité au niveau de mes émotions. Donc, j'imagine, par exemple, que mon portfolio, je me réveille et mon portefeuille, il a fait x10. Puis, j'imagine qu'il a fait divisé par 10 ou qu'il est allé à 0, peu importe. Et j'essaie, dans les deux cas, de ramener mes émotions toujours à, OK, entre guillemets, je suis détaché de ça. Et c'est toute la complexité, c'est-à-dire qu'il faut être assez détaché des chiffres pour être capable de continuer d'investir, parce que le jour où tu te dis, là concrètement, des fois je peux perdre des SMIC en fait, tu vois, quand tu penses à ça, tu dis, je sais pas, j'ai perdu 2000 dollars dans une journée, je suis gentil, des fois j'ai perdu plus que ça, bah tu te dis merde, c'est 2000 balles en fait. Il y a des gens qui travaillent un mois pour gagner ça. Si tu raisonnes comme ça, t'es mort. Tu pourras plus jamais, tu pourras pas dépasser ces chiffres-là, ça sera ton plafond de verre psychologique. Et en même temps, tu peux pas complètement faire comme si c'était de la merde, on s'en fout, l'argent ne représente rien, parce que oui, tu vas faire des gros multiples, mais tu sauras pas garder cet argent en fait. Donc il faut être capable de changer les deux mindsets et de dire au moment de faire de l'argent, et là je pense qu'on est encore dans une phase du bull run où il faut être un peu plus gambler, parce que ça paye, et dès que moi l'Ethereum passe son ATH, comme je dis, là je deviens prudent, et à ce moment-là je me rappelle c'est quoi l'argent que j'ai devant moi, et s'il est life-changing, bah, de dire bah, maintenant c'est le temps de changer ma vie justement et de sortir ces gains-là et de les investir dans des trucs beaucoup plus posés comme l'immobilier ou quoi que ce soit pour avoir bah, après du cash flow jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, quand tu penses à ça, c'est une dinguerie en fait. Si un bull run peut t'offrir ça, des revenus passifs tous les mois jusqu'à la fin de ta vie, bah, tu as gagné ton bull run en fait. Ouais, carrément. Il y a Thomas qui nous dit en plus l'argent peut faire mal dormir pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est quoi ton opinion là-dessus?
Moi, alors, je peux pas dire, ça m'empêche pas de dormir. Est-ce que j'ai le sommeil plus léger le matin? Oui, c'est vrai. Bah, comme l'histoire que je racontais avec Miro, tu vois. C'est sûr quand tu as des grosses positions ou que des fois je m'expose sur des coins qui sont très énervés, je sais que je joue un momentum. Clairement, je regarde rapidement le téléphone. Ouais. Donc peut-être que j'ai le sommeil plus léger à ce moment-là. Ouais, mais c'est surtout que j'ai l'impression que il y a certaines fois où on peut se dire, ok, c'est bien d'avoir plein d'argent, mais ça sert à quoi? Tu vas en faire quoi? Si tu as plein d'argent et que tu sais pas quoi en faire, à quoi il te sert, tu vois? Toi, est-ce que tu as des projets, des objectifs de vie, de carrière, de je ne sais quoi, avec l'argent que tu vas réussir à faire avec ce bull run, par exemple, tu vois? Ouais. Mais en fait, moi, ça, c'est une... Tu poses des bonnes questions hein, aujourd'hui. Merci aussi à Thomas qui commente et à ceux qui nous écoutent. En fait, mon frère, il y a quelques années, m'a fait réaliser une chose, c'est que beaucoup d'entre nous, on va mêler deux choses. Donc, je vais faire un petit détour, mais je vais répondre à ta question. On a la sphère professionnelle et la sphère financière, qui aujourd'hui, je le comprends, sont deux choses qui peuvent être décorrélées. Pour moi, la sphère professionnelle, c'est comment tu veux t'épanouir professionnellement, donc dans l'action, dans le faire, dans le monde en fait. Quel impact que tu veux avoir, tu comprends ? Par exemple, moi, en étant au magasin, mon impact que je vais avoir sur mes clients, en leur conseillant le bon équipement, la relation que je peux nouer avec eux, avec mes collègues, les compétences que je vais développer à titre personnel dans ma vente, dans ma force de persuasion, dans ma communication. Ça, c'est ma vie professionnelle. Et il y a la vie financière. Et en fait, on pense toujours, je gagne de l'argent grâce à mon job. Donc, c'est normal que ma vie financière va découler de ma vie professionnelle. Et du coup, on fait des choix professionnels qui vont répondre aussi aux ambitions qu'on peut avoir sur notre vie financière. Si on veut, par exemple, voyager beaucoup, avoir un certain standing au niveau de notre lifestyle, forcément, on va des fois faire des choix où on dit je vais faire un petit compromis professionnel, je m'épanouis moins, mais c'est plus payant, par exemple. Ou à l'inverse, et moi je l'ai vécu, la vie d'artiste, où tu te dis non, fuck l'argent, c'est pas grave, moi je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, et je vais être complètement sur mon X, et je vais vivre de la photographie. Mais derrière, je faisais des salaires de crève-faim, et voilà, et tu manges des pâtes et tu fais rien, quoi. Donc il y a un entre-deux. Et en fait, mon frère m'a fait réaliser qu'il y a les deux qui existent. Et tu peux très bien avoir une vie financière construite, épanouie, avec une belle planification, tu vois, où tu te dis, moi j'ai des investissements, j'ai prévu ci, j'ai prévu ça. Et finalement, peut-être qu'à court terme, tu peux faire quelques petites entorses sur ta vie professionnelle, mais très vite, il faut que tu sois capable de te réaligner, tu vois. Donc pour moi, l'objectif, maintenant je réponds à ta question, de ce bull run, c'est d'être capable de sortir de l'argent que je vais pouvoir investir, que, entre guillemets, ma vie financière ça va être réglé. Ça fait que ça va m'apporter une sécurité que derrière, je n'ai plus de compromis à faire sur ma vie professionnelle. Si je veux lancer un projet avec mes frères, je peux le lancer. Puis si on n'est pas rentable pendant un an, j'en ai rien à foutre. Si je veux faire de la photo, j'ai pas besoin de choisir un type de photo qui est payant, par exemple du mariage, et faire des contrats qui me tentaient pas vraiment, mais juste parce que c'est payant. Ça me tente juste de faire le tour du monde et faire des expositions photos et vendre aucune œuvre parce que personne me connaît et personne n'en a rien à foutre. C'est pas grave, je le fais pour moi en fait. Donc je veux me faire kiffer dans ma vie professionnelle, et ça sera possible seulement si ma vie financière elle est bien établie. Et le bull run, c'est ça mon objectif, c'est vraiment de sortir assez d'argent pour me dire ok, ma vie a changé à partir de là, tu sais. Ok. Donc c'est pas d'avoir plein de millions dans tes comptes en banque pour t'acheter une Lambo ou je ne sais Même quoi. Pas. C'est faire travailler cet argent-là pour qu'ensuite il t'en rapporte Exactement. en passif pour faire ce que tu veux dans le reste de ta vie en fait. Ouais, absolument. J'ai pas du tout prévu de dépenser dans des biens matériels. Je sais que ma blonde à mon nez, elle disait ce serait bien qu'on achète un truc et tout. Mais en vrai, moi, je vais continuer de louer le plus possible. J'aime mieux, en fait. Honnêtement, peut-être que je vais prendre un 1% peut-être pour me faire plaisir. C'est ça, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir, attention. Voilà. Parce qu'il faut aussi savoir se récompenser, surtout quand tu fais des multiples comme tu le fais, ne serait-ce qu'avec le 20X Challenge. Tu vois, ça vaudrait la peine de te récompenser pour tous ces efforts-là, enfin de tous ces efforts, de ton implication là-dedans. Surtout que là, tu dépasses le 20X. Il y a une portion de ce montant que tu peux t'autoriser. C'est s'autoriser aussi à se faire plaisir de temps en temps, tu vois. Donc, non, carrément, c'est important de le faire aussi, tu vois. Même si, alors ça peut ne pas être matériel. Ça peut être un voyage, ça peut être absolument. un spa ou je ne sais quoi, tu vois. Il y a ça aussi. Tu vois, faire plaisir à mes parents, leur payer un truc ou n'importe quoi, tu vois. Ça c'est quelque chose qui me ferait triper. Acheter des donuts à tes collègues.
Ouais, c'est Thomas qui demande. Non. Ouais, je suis sûr qu'il va écrire ça. Mais oui, j'ai prévu de payer des donuts à mes collègues. Tu peux. Quand j'aurai tapé le million. Mais non, mais concrètement, t'as raison, il faut se faire plaisir. Mais clairement, j'ai pas dans l'idée, ok, je vais acheter une grosse voiture ou un appart ou des beaux vêtements. Ou pour moi, mon kiff, ça va être vraiment cet argent-là de l'investir. Et ce que ça va générer par la suite, les fruits que je vais récolter de cet investissement-là, ben là, je vais pouvoir commencer, ok, à monter mon style de vie tranquillement. Mais pour l'instant, mon style de vie reste tel qu'il est. Je suis heureux comme ça. Et ça va être juste plus d'argent que je vais pouvoir investir. Ouais. Mais c'est bien, c'est important c'est bien de garder la tête sur les épaules et de pas partir en vrille en se disant ok, maintenant j'ai de la thune, je vais pouvoir prendre un appart de ouf, je vais pouvoir m'acheter une voiture, je vais pouvoir faire ça. Tu descends plus vite que t'es monté, quoi. Doucement mais sûrement, tu vois. Exactement. Bon, parfait. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là. Ça fait un sacré live improvisé. 1h12, tabarnouche. on a eu du coup les moments où on était comme reprends la question, on va faire du montage. Non, on était en live, les cons, ils devaient dire mais de quoi ils parlent. C'est clair, on n'était même pas au courant donc. Je comprends pas. Voilà. C'est pas très grave, au moins c'est brut. Donc, live improvisé. Voilà. Merci Flo pour tes belles questions. Moi, je tiens quand même à te féliciter aussi. Même si tu dis c'est juste un x2, le défi est pas terminé. Non, et clairement. Comme je te dis, c'est les premiers x2 qui sont les plus difficiles. Après ça va tout seul. Et n'hésite pas si je peux t'aider. Mais encore une fois, l'idée c'était de tester assez ces deux stratégies pour voir qu'est-ce qui est le plus payant à quel moment. Donc je pense qu'on a quand même un bout de réponse. Je pense que dans la phase mania du bull run, le plus payant, c'est d'être plus actif et de faire une rotation sur ses positions. En même temps, j'ai l'impression que si on changeait d'échelle de temps et qu'on voyait sur du plus long terme, je suis à peu près certain que ce serait plutôt ta posture et ta stratégie qui serait la plus payante. C'est ça, c'est que je pense que j'ai une stratégie vraiment long-termiste et pour un challenge comme ça, c'est pas le plus adapté. Mais justement, ce qui était intéressant de voir, c'est pas fini, c'est de le vérifier. On verra à la fin du challenge, mais en tout cas, c'est déjà, c'est une belle indication pour toi que c'est faisable de faire 20x en crypto en période de bull run, en sachant que a priori, on n'en est pas du tout à la fin. Les possibilités sont énormes. On rappelle une fois dans ce live que on donne pas de conseils en investissement, donc vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous avez envie de tenter un challenge comme celui-ci, nous on vous donne pas d'indication sur sur où placer votre argent ni rien. Et puis faites-le avec faites-le au moins avec une partie insignifiante de votre capital ou de votre patrimoine. Ne vous mettez pas en danger pour un défi à la con. Ce serait vraiment dommage. Exact. Donc voilà. Merci d'avoir été là en direct avec nous. Bonjour Constant vient de commenter. Ah, il est là aussi. Salut Constant. Salut Constant. On se retrouve dans à peu près, on va essayer dans un mois, à peu près. On fait un petit suivi du x100 du 100x challenge. Tu seras peut-être à x100 ou x200, j'en sais rien. Donc ça sera cool. Bon, Julien, merci. Et si vous êtes intéressé pour nous suivre régulièrement, il y a le Telegram, le lien est en description. Julien mettra ça. Et puis voilà, il y a une petite communauté qui se crée dans ce groupe Telegram. Donc, si vous voulez parler de crypto, vous renseignez sur ce qu'on fait et ce que Julien fait surtout pendant entre nos vidéos. C'est là où il faut nous rejoindre. Donc. Merci Flo, merci à tous. Et puis à bientôt alors. Ciao. Ciao.